Bonsoir chez vous, 90 minutes au Bénin, c'est parti. Dans les 30 premières minutes, le duel en 2 points, la sortie du ministre par le gouvernement, une conférence de presse, le gouvernement qui sera désormais face à la presse, un rendez-vous mensuel pour informer sur les grands dossiers d'actualité. L'exercice n'est pas si nouveau que cela, mais emporte déjà l'adhésion de nombre de journalistes, d'hommes et femmes des médias. Pour beaucoup, ça vient combler un vide. Alain Orunla a-t-il convaincu ceux et celles qui l'ont suivi? Sinon, que faire pour améliorer une telle prestation? On en parle avec nos débatteurs du jour. Sergino Lukosu, bonsoir Sergino, bienvenue. Bonsoir, bonsoir à tous. Et face à lui, Arnaud Doumarou, Arnaud, bonsoir, bienvenue sur ce plateau. Ils auront également à croiser les regards sur cette mesure annoncée par le gouvernement pour éviter ce qu'on désigne par fuite de cerveau, un contrat d'engagement citoyen pour obliger désormais les bénéficiaires de bourses d'études à un retour sur investissement à l'endroit de l'État. Les aptitudes acquises seront mises au service de l'État. L'option est-elle bien pensée, chers amis de 90 minutes au Bénin? Ainsi s'annonce le duel de ce soir qui s'ouvre par ce tour dans les kiosques. Fraternité pour démarrer en mission à Washington. Talon s'investit pour l'énergie et les infrastructures dans l'espace CE2A aux propagations du coronavirus apparu en Chine. 13 pays déjà atteints. Le Bénin n'est pas à l'abri. Nord-Sud quotidien en déplacement sur les USA. Voici ce que Talon fera au pays de Trump. Et puis après son arrestation, fallait-il présenter à la presse? Presse du jour. La presse du jour, visite du chef de l'État à Washington. Talon entame depuis hier une mission à haute portée économique. Premier rendez-vous du gouvernement face à la presse, les résultats perceptibles du PAG passés à la loupe. Libération, offensive diplomatique, Talon à l'assaut des États-Unis depuis hier et puis organisation des communales et municipales. Le chronogramme arrêté par la Sénat. L'indépendant renforcement des relations bénino-américaines, Patrice Talon à la conquête des subventions de Washington et puis lutte contre le grand banditisme et pour la sûreté de l'État. Le terroriste général Faletti risque 25 ans de prison à la criette. Le potentiel de notre très cher ami Adrian Pato, dont le DP est d'ailleurs sur ce plateau. Grosse prise politique du BR dans le Koufo. Le cheval cabré embarque les militants USL de Lalo, l'intégralité du discours. Samoa Dambi, le maire, qui a célébré le mariage renforcement de la coopération Bénin-USA. Talon à Washington pour révéler les atouts économiques béninois. Et le béninois libéré, Adambi décroche l'allo pour le BR et puis partenariat entre l'université publique et privée, entre Union ISMA, ainsi que 3 nouveaux masters en communication. Le matinal, rencontre mensuelle avec la presse, le ministre Orunla vante les mérites du gouvernement le Bénin solde ses dettes envers la CEB, plus d'éléphants blancs sous le nouveau départ mission économique et stratégique du chef de l'État. L'agenda de Patrice Talon à Washington. Bénin intelligent. Éclairage sur les faits d'actualité. L'innovation du GFP pour combattre les fake news. Auront là, je cite, il n'y a plus d'éléphants blancs au Bénin puis présidentiel au Togo. 6 têtes contre fort. Gilbert Bawara de dire la division au sein de l'opposition nous arrange bien. Retour plateau donc, c'est parti pour le duel. Arnaud Doumarou, est-ce qu'on a désormais un porte-parole qui se retrouve droit dans ses bottes? Non, de toute façon, on a un porte-parole qui s'organise pour assumer pleinement la fonction. Parce que lorsque vous avez un porte-parole dont la mission essentielle du porte-parole s'arrête juste au compte rendu du Conseil des ministres, on se pose des questions parce que en réalité, ça doit aller au-delà juste d'un simple compte rendu de la grande décision du Conseil des ministres. Mais il porte la parole qu'on lui demande de porter. Il ne peut pas porter sa propre parole. C'est la parole du gouvernement qu'il porte. Et si le gouvernement ne lui dit pas de porter une parole, il ne peut pas le faire, non? Je suis d'accord, mais c'est une mission. C'est à vous d'organiser cette mission-là. Lorsque vous êtes porte-parole du gouvernement, vous êtes quand même censé être au parfum de tous les dossiers. Vous êtes quand même censé
avoir le mot du gouvernement sur un certain nombre de sujets. Je suis d'accord que vous êtes porte-parole, donc on peut concevoir le porte-parole dans le sens où il faut forcément vous dire d'aller porter la parole avant que vous n'allez porter la parole. Là, c'est voir à moitié la mission qu'on vous confie. Lorsqu'on dit que vous êtes porte-parole du gouvernement, c'est dire quand même que vous êtes obligé d'être quand même... d'abord, vous êtes membre du gouvernement, donc vous êtes tout le temps au Conseil des ministres. Et lorsqu'il y a un certain nombre de problèmes, vous n'êtes pas obligé d'attendre véritablement qu'on vous ordonne d'aller face à la presse, que de vous-même de prendre l'initiative, toutefois en prenant le soin de requérir l'autorisation de celui qui vous a confié la parole du gouvernement. Donc, je crois que fondamentalement, il ne s'agit pas simplement de dire, bon, je ne suis pas le parole du gouvernement, donc j'attends, paisiblement j'attends. Même quand il y a... Selon vous, donc, Alain Roula devrait déjà aller au front, quoi. Il ne faudrait pas qu'il attende de porter une parole, et c'est à lui de faire la proposition pour accomplir sa mission. Voilà, accomplir sa mission et de requérir l'autorisation du chef de l'État à cette fin. Oui, Sergino, l'exercice n'est pas nouveau, hein, on a vu... Gaston Zossou, oui, même si c'était assez tueur, mais bon, on l'a vu à l'œuvre quand même. Oui, le site n'est pas nouveau, mais toujours dit que ça vient pour combler un vide, parce que, comme l'a souligné le confrère tout à l'heure, c'est que quand on est porte-parole du gouvernement, il faut soi-même prendre des initiatives, et quitte à proposer au gouvernement qui ensemble, les membres ensemble vont essayer de prendre une décision. Je crois que le travail du porte-parole du gouvernement, c'est vrai, à nous l'a souligné, c'est pas seulement le compte rendu des conseils, du conseil des ministres. Le rapport du conseil des ministres, mais il faut aller au-delà, prendre des initiatives sur des sujets brûlants de l'actualité, essayer de porter la lumière sur les zones d'ombre, éclairer la lanterne des journalistes, comme on le dit, pour que l'opinion publique puisse se faire une idée sur des situations qui se produisent et qui véritablement a besoin ces situations qui ont besoin que le gouvernement ou ses membres ou le porte-parole puisse quand même sortir, rencontrer la presse pour porter la voix, la parole du gouvernement, comme on le dit. Donc le porte-parole, c'est quelqu'un, comme il a souligné tout à l'heure, il doit maîtriser un certain nombre de dossiers, grands dossiers de la République, il doit maîtriser ces dossiers-là. Si possible, proposer au chef de l'État ou aux membres du gouvernement des sorties, c'est-à-dire, moi je pense en tant que porte-parole du gouvernement que telle situation mérite que le gouvernement puisse apporter des éclairages, parce que c'est ça. Et si on n'apporte pas des éclairages, la presse va toujours faire son rôle. Il y a certains qui iront dans d'autres centres, d'autres dans d'autres centres. Donc, il faut toujours quand même apporter de la lumière. Est-ce que vous pensez donc que c'est un vide qui a été comblé ou c'est un vide qu'on doit combler? Oui, c'est un vide qu'on doit combler parce qu'on était vraiment limité, comme on le dit. Il faut attendre mercredi prochain pour savoir s'ils ne vont pas parler de telle situation ou de telle situation. Parfois, il y a des sujets brûlants de l'actualité et le Conseil n'en parle pas, le porte-parole aussi n'en parle pas non plus. Moi, je pense que c'est une très bonne initiative si on peut quand même organiser la chose autrement, bien organisée pour que les véritables sujets puissent être débattus. Pour une première sortie, on a plutôt vu un point, une sorte de bilan de ce qui se fait sur le plan du PAG. Est-ce que c'est à ça qu'on devait s'attendre? Pas du tout d'ailleurs, pas du tout. Vous savez que ça c'est le piège. Je disais tantôt, j'ai parlé du Conseil des ministres, vous savez que pour le point du Conseil des ministres, il y a à peine une dizaine de journalistes, environ 12 journalistes qui prennent part à cette rencontre, à cet échange-là. C'est vrai qu'au cours de cette rencontre, il y a le point du Conseil des ministres et il y a des questions qui sont relatives à l'actualité nationale. Mais ce n'est pas le grand monde. Mais contrairement à l'initiative de la dernière fois, vous avez vu que c'est toute la presse qui était pratiquement représentée au cours de cette rencontre-là. Mais le piège dont nous parlons tantôt, c'est vous y étiez? Oui, tout à fait, j'y étais. Vous avez posé des questions aussi? J'ai observé. Allez-y. Mais le piège, c'est d'éviter que ce creuset ne soit juste un creuset de propagande. C'est-à-dire qu'on réunit la presse nationale juste pour vanter les mérites du régime. Toute action de communication est d'avoir action de propagande, non? Tout à fait, mais dans le cas de cet exercice-là, spécifique, on estime qu'on veut éclairer. On ne communique pas pour vendre ses arrières. Non, c'est pour montrer son bon point. Je suis tout d'accord. Mais si ce n'est que pour vanter les mérites du gouvernement, aucun intérêt pour nous, de médias, d'aller nous asseoir pour écouter qu'on appelle la litanie des réalisations du PAG, c'est pas normal. Ouais, c'est nous perdre le temps, c'est abuser à la limite de notre disponibilité. Nous ne sommes pas là pour nous asseoir chaque fois pour écouter de façon mensuelle un ministre de la communication venir
nous réciter les autres gouvernements. Donc, je crois que c'est le piège fondamentalement à éviter. Et donc, au cours de cette rencontre-là, on a senti que, peut-être que c'était le premier exercice, on a senti qu'on a consacré la plus grosse partie de la rencontre à un bilan des réalisations du régime du président Patrice Talon. De mon droit, parce que nous sommes en matière de communication, mais je dis que pour un tel creuset... Mais vous avez également eu l'occasion de poser des questions sur ce qui n'a pas été dit, non? Sans doute, oui. Oui, d'accord. Attendez, je vous reviens parce que là, c'est d'ailleurs pourquoi j'ai demandé à savoir si vous étiez à la rencontre. Oui, dites-nous, sur le plan de l'organisation, le contenu, on a fait une sorte de bilan. Est-ce que c'est ce à quoi on s'attendait réellement? Oui, plus ou moins. Le bilan, oui, nous sommes des hommes des médias, on observe. Et donc, je crois qu'on n'a plus besoin de réunir les journalistes pour faire le bilan aux journalistes. Parce qu'au quotidien, nous voyons les actions qui y sont menées, nous voyons ce que le chef de l'État fait, les efforts qu'il fournit pour quand même améliorer ce qui a été fait dans les années antérieures. Mais je crois que, comme l'a souligné le confrère, cet exercice doit quand même permettre d'éclairer les zones d'ombre, pas pour faire le bilan. Le bilan, nous le connaissons, nous savons le bilan. Tout le peuple béninois aujourd'hui c'est ce qui est en côté gouvernance du chef de l'État. Et donc, on n'a plus besoin de montrer le baobab du doigt. Quand tu rentres dans une forêt, tu sais que ici il y a le baobab. On n'a plus besoin de nous montrer le baobab. Maintenant, montrez-nous d'autres choses. On veut savoir d'autres choses. Donnez-nous des éclaircissements par rapport à telle autre situation. Je crois que c'est à cet exercice qu'on peut quand même inviter les hommes des médias, les professionnels des médias pour venir poser des questions. Mais si ça doit être, comme l'a souligné le confrère, des occasions pour faire le bilan, pour montrer que le chef de l'État, il fait du bon, il fait du beau. Nous savons qu'il fait du bon, nous savons qu'il fait du beau. Et nous le relayons dans nos parutions. Enfin, certains journaux font ce travail-là, nous relayons, nous voyons ce qui se fait de bien et on en parle. Maintenant, pourquoi revenir encore sur ce que nous parlons, sur tout ce que nous offrons aux populations à travers nos médias, à travers tout. Donc, je pense que ça sera une occasion. Et, enfin, c'est mon souhait. Oui, c'est vrai, le rendez-vous est mensuel. Alors, que vaut un gouvernement face à la presse? C'est l'appellation du rendez-vous. S'il n'y a pas de sujet croustillant. Justement, c'est ça, parce que lorsque vous finissez un tel exercice, qu'au lendemain, rien ne ressort de façon croustillante, comme vous le dites là, ça pose un véritable problème. Vous savez, le ministre Gaston Zossou fait cet exercice avec succès, justement parce que dès qu'il y a une sortie de Gaston Zossou, mais toute la presse nationale sentait quand même que Gaston Zossou était sorti. Il y avait de la matière. Il y avait de la matière. Oui, il y avait de la matière. Et ceci, j'ai dit l'intérêt également de cet exercice, c'est que désormais, on n'aura plus aller au là, tantôt ici, tantôt par là. Et dès qu'il y a un petit sujet, allons au là, au dehors. Ouais, on a l'impression qu'on veut mieux organiser la gestion de la communication gouvernementale, on veut mieux organiser la fonction de porte-parole. Ça, c'est pas mauvais en soi. Au contraire, c'est à saluer pour que désormais on n'ait plus ce que nous avons constaté à un certain moment où tantôt on l'a déclaré ci, on l'a déclaré ça. Et ce n'était pas dans un cadre organisé. Cette fois, nous avons le ministre qui peut faire cette sortie-là, mensuelle, au-delà des comptes rendus du Conseil des ministres. Et également, nous avons des conseillers qui, après la sortie du ministre, sont sortis pour revenir sur une certaine question. Vous étiez à ce rendez-vous à Arnaud Doumonron. Ça s'est passé comment, du point de vue de l'horaire, combien de temps ça a duré, et du point de vue même de l'organisation pratique, qu'est-ce que vous avez pu relever comme imperfection et comme perfection également? Bon côté, mauvais côté, on y va. Du point de vue de l'organisation. Vous étiez aussi là-bas? D'accord, donc on va l'écouter et vous pourrez opiner là-dessus. Allez-y, Arnaud, vous avez la parole pour 3 bonnes minutes. Allez-y. Je vous en prie, nous avons déploré le retard. Nous avons déploré le grand retard accusé par le ministre avant de passer à cet exercice-là. Mais au-delà de ça... Peut-être qu'il préparait ses notes aussi. L'exercice n'était pas facile. Mais au-delà de ça, je l'ai souligné tantôt, nous avons eu beaucoup plus à boire du déjà entendu. C'est-à-dire que les œuvres du gouvernement, on a le péage a fait ci, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Donc, on a eu droit à un bilan presque exhaustif de réalisation des projets mis en œuvre ou encore réalisation par le PAG. Et je dis que c'est peut-être quelque part un peu de la faiblesse de ce premier numéro, du GFP, gouvernement face à la presse. À part cela, nous avons quand même salué l'initiative. Nous avons salué l'initiative en ce sens que, vous voyez par exemple au cours de cette rencontre-là, on a pu poser un certain nombre de questions parce que les médias ont demandé, mais ok monsieur le ministre, c'est vrai que vous saluez les performances du gouvernement en matière de lutte contre la corruption,
par rapport au rapport de Transparency International, mais également à côté, vous oubliez que quelque part, le Bénin a reculé en matière de démocratie par rapport à l'année 2019. Mais vous voyez, la réponse était si hasardeuse qu'on s'est demandé est-ce que le ministre avait préparé ça. Ouais, la question était plutôt... il ne s'attendait pas à la question. Est-ce qu'il a répondu? Qu'est-ce qu'il a dit? La réponse c'était... Non, mais c'est normal quand on lutte contre la corruption qu'on puisse, certains corrompus, lorsqu'ils sont pris dans les mailles de la justice, par exemple, on peut considérer, ils disent que non, ils sont des opposants, et que bon, voilà, il y a recul de la démocratie. Alors que... Il a apporté une réponse diplomatique à une question un peu embarrassante. Oui, c'est ça. C'est pour vous dire, par exemple, la réponse était trop hasardeuse, étant donné que tout le monde sait quand même que ce qui peut faire reculer le Bénin en matière de démocratie, notamment quand on prend l'année 2019, l'élément fondamental, c'est la question des élections législatives. Au moins, on peut être d'accord sur le fait que c'est d'abord les violences électorales, c'est pas les conditions dans lesquelles le Bénin a organisé ces élections-là. On peut comprendre d'abord ça, on peut au moins d'abord sur ce sujet. Oui, c'est pour ça que lorsqu'on donne une réponse telle que non, c'est parce qu'on lutte contre la corruption. Que de l'autre côté, il y en a qui pensent qu'on est en matière de démocratie. C'est normal, donc en ce matière-là, que ces organismes parlent de recul de la démocratie. Vous voyez, ça vous dit que la réponse était hasardeuse. Or, pour un tel exercice, qu'un exercice mensuel, je pense qu'il faut un peu plus d'encadrement, un peu plus de coaching. Il faut pouvoir définir tous les contours, voir à peu près quels sont les sujets, et que déjà on s'y prépare. Oui, on va écouter rapidement. Vous avez écouté, non, sur le déroulement, oui. Moi, je pense que c'est pour éviter les malentendus ou bien les écarts qu'il y a eu, on pouvait quand même préparer à l'avance, c'est-à-dire définir les sujets à l'avance, si possible, parce que le ministre n'est pas censé tout connaître. Il faut quand même qu'il soit informé sur tel sujet, donc il se prépare à l'avance. Maintenant, il est avec des journalistes. Avec les journalistes, il y a des surprises. Est-ce que vous allez aller à l'autre formule qui consiste à donner des questions? Non, pas forcément, on ne va pas lui donner des questions, mais si déjà à l'avance les sujets sont définis, c'est-à-dire on parle de la corruption, on parle au plan économique, on parle d'un certain nombre de sujets, si c'est défini à l'avance, je crois que le ministre pourrait bien préparer ça, notamment de venir. Maintenant, dans le cas où ce n'est pas préparé, où il vient comme un professeur d'université qui connaît tout et qui est prêt à répondre aux questions de ses étudiants. Il y a des pièges. Il y a des pièges donc, qui ne seraient éviter. Maintenant, il est porte-parole du gouvernement. Tout ce qu'il dira, ça engage le gouvernement. Donc, on ne doit pas occulter cela. Donc, c'est pourquoi cet exercice, c'est bon, c'est souhaitable, mais il faut quand même une préparation pour éviter les erreurs que nous avons constatées. Allez, pour le prochain numéro, si vous devez être sûr de conseiller notre ministre de tutelle, le ministre de la communication, pour le prochain numéro, oui, Non, mais sérieusement, je pense que pour les prochains numéros, il faut que, un peu comme le disait Sergino, que ce soit mieux organisé, des thématiques. On peut retenir des thématiques et au-delà, poser d'autres questions qui sortent de cette thématique-là. Puis, on parle d'une rencontre mensuelle, c'est quand même un cadre un peu plus sérieux. Et que également, pour les prochaines rencontres, que le ministre soit mieux coaché, puisque nous sommes tous au parfum de l'actualité au quotidien. Lorsqu'on pose des questions aussi sérieuses que des questions de recul de la démocratie, que des questions embarrassantes à la limite. Et alors qu'il devait attendre de répondre à toutes les questions, non? Ou bien il faisait questions-réponses à la fois, ou bien il a recueilli toutes les questions. Non, c'était pas rangé. Donc il pouvait de façon diplomatique éluder la question. Ça va déteindre un peu sur ce qu'on a voulu faire. Donc je pense que pour les prochains numéros, il faut que justement que le ministre soit véritablement bien coaché et quand même il y a des de communication, la communication gouvernementale, que les gens recensent tout au moins des questions quand même qui pourraient, et que cet exercice soit mieux préparé que ce que nous avons, sur quoi nous avons eu le droit à la dépression. Et que justement, que j'ai mon souhait pour le ministre Alain Roula qui puisse égaler le ministre Gaston en cette matière. Mais si à chaque passage des numéros, que rien d'intéressant et que ce soit juste que nous allons juste qu'on revienne sur ce qui est déjà... Pour boire ce que nous avons déjà l'habitude de boire, je crois que ça va... C'est chose à éviter, oui, pour les prochains numéros. Je crois que le ministre aussi, il a dû constater lui-même qu'il y a eu des insuffisances qu'il va corriger. Donc on n'a pas besoin de lui prodiguer des conseils. Il sait qu'il est le porte-parole du gouvernement et les autres membres du gouvernement
vont essayer quand même, en ce qui concerne leur secteur, d'informer le ministre, c'est-à-dire celui de l'agriculture, celui de l'énergie, lui donner les informations qu'il faut, parce qu'il n'est pas tenu de tout savoir. Il va gérer d'abord son cabinet, la communication et tout, avec les cadres de presse qui ne sont pas sortis et tout. Et donc, il aura encore d'autres choses à faire, truc là. Donc, il faut véritablement l'aider, parce que c'est le ministre de la communication, c'est le porte-parole du gouvernement. Tout ce qu'il dit, ça engage le gouvernement. Ça n'engage pas Institut personnel. Est-ce que nous faisons déjà le débriefing de ce que le ministre a fait? Oui, allez-y, rapidement. Justement, ça nous fait bien de nous rappeler la carte de presse, parce que nous sommes des journalistes, nous n'avons pas la carte de presse depuis un bon moment. Et puis on a posé la question au ministre de savoir, mais pourquoi on n'a toujours pas la carte de presse. Cette question lui a été posée quand même. Oui, qu'est-ce qu'il a il a renvoyé la balle au niveau de la rate, parce qu'il dit, mais de toutes les façons, le président se posait avant sa nomination. Et qu'après ça, quand même, lui, il a pu signer déjà toutes les cartes. Et si le ministre a déjà signé... Ça veut dire qu'en définitive, c'est une rencontre très ouverte. Ça veut dire que toutes les questions étaient permises. Alors qu'on aurait peut-être pu recaler et dire attention, n'allez pas sur tel ou tel. Non, ça c'est le cadrage. C'est le cadrage. Un mot rapidement au sujet de cette mesure annoncée par le gouvernement pour éviter la fuite des cerveaux. Le gouvernement Patrice Talon qui dit désormais qu'il y aura une loi qui sera un projet de loi déjà envoyé au Parlement. Qui désormais va faire en sorte que ceux qui bénéficient des bourses, qui vont à l'extérieur ou qui bénéficient des bourses même à l'interne, puissent mettre les acquis, ce qu'ils ont eu comme élément, au service de la nation. Est-ce que c'est une bonne option? Rapidement, avant de passer au général Faletti qui se retrouve... Oui, allez-y. Justement, on va dire un mot sur le général civil Faletti. Non, mais je pense que fondamentalement que les bénéficiaires de ces gens de bourse avaient quand même des clauses. Il y a des clauses qui ne se respectaient pas, qui ne se respectent pas. Et certainement, le Béninois plus peur quand on parle de loi, quand on parle de législateur, quand il sait qu'avec tel article, il risque telle peine. Donc, on va essayer, je dirais plutôt qu'on va essayer cette option pour voir si véritablement ça va marcher. Sinon, si le gars il s'en va et il disparaît, je ne sais pas par quel moyen on peut ramener le pays. Mais si le législateur fait en sorte qu'un Béninois qui bénéficie d'une telle bourse, par exemple, au niveau de la disposition de la loi, on peut lancer un mandat d'arrêt international contre lui, par exemple. Ce Béninois sait que... Un mandat d'arrêt international parce qu'il n'est pas revenu du service à la nation. Justement, moi, c'est le pays du contribuable béninois. Et vous formez au fait du contribuable béninois, et vous allez servir maintenant ensuite dans une autre structure, alors que vous avez signé, on lance un mandat d'arrêt international. À cette année, vous n'irez pas parler. Parce que si un député comme Arnaud Toumomo au Parlement... Sinon, autrement, je ne sais pas par quel aspect, comment on peut obliger Béninois que nous sommes à finir les formations, à revenir au pays, si le législateur n'est pas véritablement conséquent dans la prise de sanctions. Oui, il y a plusieurs cas de figure. Un Béninois qui va aux États-Unis, qui épouse une américaine, il devient un citoyen. C'est d'ailleurs ça, ce après quoi quand ils vont dans tel pays, là, c'est rapidement... Ça sera difficile. Moi, je pense que cette loi est la bienvenue parce que c'est l'État qui investit. C'est l'État qui, la plupart du temps, donne les moyens. Et l'argent du contribuable, ce n'est pas l'argent d'une famille. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas un héritage. Donc, il faut qu'il y ait un retour sur investissement. Et ceux-là qui veulent être des bénéficiaires de ces bourses, c'est la moindre des choses. Vous signez un engagement, vous finissez de vous faire former, vous revenez à l'État béninois qui vous emploie. Moi, je pense que le plan ne se pose pas. Et au cas où quelqu'un ne veut pas bénéficier de la bourse, il laisse parce que ça ne sert à rien. On parle de fuite de cerveau. Et vous allez voir, quand un gouvernement ou bien quand un système vient, c'est les expatriés qui viennent occuper. Et on dit que non, il y a les Béninois qui sur place. Pourquoi? Et on pense que le chef de l'État qui est là... Cela suppose également, Sergino, que l'État est prêt à les accompagner. Parce que celui qui va par exemple en France et qui apprend à fabriquer une voiture, vous revenez au Bénin, vous avez fabriqué quoi? Du coup, l'électricité là où vous avez fabriqué quoi au Bénin? En Afrique, il faut que le gouvernement soit prêt à mettre à la disposition de ceux-là des moyens. Non, je crois que le gouvernement doit quand même être dans un truc à donner, dans une dynamique de données, parce que celui-là qui va par exemple dans un autre pays pour aller étudier la chimie pétrolière, on n'a pas des trucs de pétrole ici pour pouvoir venir. Maintenant, il y a toujours des exceptions, des cas le cas de ce monsieur qui va travailler à la NASA qui revient au Bénin, il viendra faire quoi ici? Non, mais c'est pour dire justement que le gouvernement, aujourd'hui, on est beaucoup plus dans
dans le concept formation emploi. On ne va pas quand même envoyer des gens se faire former de l'État quand on sait quand on n'a pas un besoin pareil au plan national. Donc c'est dans le choix des bourses. Des bourses, des formations déjà, c'est par rapport aux besoins que nous avons que nous envoyons. Est-ce que le CNE peut contribuer à résorber cette situation? Le CNE, si véritablement le CNE, le Conseil national de l'éducation, le CNE est totalement dépolitisé parce que nous n'avons pas encore la garantie aujourd'hui. On attend le fonctionnement du CNE, puis si vous voyez la composition du CNE aujourd'hui, c'est vrai que notre souhait, c'est de ne pas voir le CNE politique, mais quand on voit la composition du CNE, où il y a 4 représentants du chef de l'État, où il y a des représentants des ministres qui sont là, des ministères sectoriels qui sont là, et quand on parle des représentants des ministères sectoriels, donc pas des ministres qui ont soit représentés. Sauf que le plus grand nombre est composé de gens qui ont venu par appel à candidature. Nous avons 28 et les autres qui sont venus par appel à candidature sont 13. Donc, on ne peut pas aujourd'hui avoir l'assurance pour dire que le CNE n'est pas politique. Si le chef de l'État décide de faire des affectations au niveau de certaines personnes, et ces représentants vont faire la proposition au CNE, mais ils sont majoritaires. Quand vous prenez 29 personnes parce qu'il y a un poste qui n'a pas été pourvu, et que c'est seulement 13 où il y a eu appel à candidature, et le reste, ils sont majoritaires. Donc, on dit que quelque part, je ne doute pas du travail puisque nous avons vu les profils. Mais toujours on dit qu'on a bon espoir que ce CNE véritablement ne soit pas politisé. Et peut-être à ce moment-là, ils vont peut-être penser également, c'est ce que vous le dites là, pour faire des propositions de suggestions au gouvernement par rapport à la question de l'octroi des bourses. C'est le bénéfice qui en gagnerait. Le CNE. Oui, sa partition dans ce que le gouvernement veut prendre. Moi, je ne doute pas de la participation du CNE. Comme le confrère l'a sonné tout à l'heure, si véritablement ils arrivaient à enlever le politique de tout ce qui se fera là, je pense que ça va aider le pays parce que ça répond à un objectif. L'école béninoise est à terre, c'est ce qu'on nous a dit. Les étudiants déjà en première année n'arrivent pas à faire de phrases correctes. Et donc, le CNE est là pour corriger, pour proposer des plans qui vont... Vous pensez que le CNE peut contribuer à ce que les gens n'écrivent plus Tillon à la place de crayon? Non, ça dépend des enseignants, parce que ce sont les enseignants, il faut, et je le dis, enseignants de qualité. La qualité a un coût. Il faut motiver les enseignants, il faut recruter les enseignants comme cela se doit, les motiver, les former également, parce que, je le rappelle souvent, ce sont les applications de notre téléphone portable. Il faut faire la mise à jour. Et les enseignants ont besoin de ces mises à jour-là au quotidien, pendant les périodes de congé. Il faut les motiver, les former. Et là, on va corriger un peu tout ce que nous voyons. Mais le CNE, maintenant, je pense que si véritablement, j'ai suivi un peu le discours du chef de l'État, et qui l'a affirmé que le CNE ne sera pas politique. Et donc, on espère que d'ici à là, le CNE puisse véritablement jouer son rôle afin que les problèmes, les maux qui minent l'éducation, l'école béninoise puissent être corrigés. Ils sont libres, ils ont des pouvoirs que le CNE, l'ancien CNE n'avait pas. Tout à fait. Et je l'ai dit à d'autres occasions. Mais nous avons un CNE qui est amputé des syndicats et des parents d'élèves. Oui, Arnaud. C'est une option. C'est une option. On va voir ce que ça va donner. Il nous reste à peu près 2 minutes, 1 minute pour chacun de vous. Le général civil, autoproclamé, fallait-il, il est désormais dans les mailles de la police. Non, je crois qu'il serait en train de limer ses dents contre les barreaux de la prison civile de Mistrité. Nous sommes dans un état de droit. Il y a, comme l'a souligné le ministre de la Communication, l'armée régulière est là et lui s'autoproclame général de quelle armée, on ne sait pas. Je crois que cette distraction, il faut arrêter avec. Non, il faut qu'on arrête avec ça. Et moi, je dis, tu n'as pas les moyens, tu n'as aucune armée. Et on est allé le prendre. Il a les moyens, il a assez de choses. On est allé le prendre. C'est pas les moyens. Quand tu as les moyens, quand tu as véritablement une stratégie et tu veux aller en affront, tu veux affronter l'armée régulière, il faut quand même que tu aies des stratégies. Lui, d'après ce que nous on a appris, on est allé le chercher comme une mouche. Il n'a pas broché, on l'a pris comme ça. Et de d'autres part, parce qu'il n'a même pas joué avant qu'on le prenne. Donc, je crois que nous sommes dans un état de droit, et le Bénin est un état de droit, il faut finir avec ces conneries. Surtout ceux qui, par le biais des réseaux sociaux, disent du n'importe quoi, il faut les mettre hors d'état de nuit. Oui, Arnaud. Donc, je crois que c'est quand même un peu exagéré. Surtout, je me suis dit, mais il comptait sur quoi quand il a fait cette vidéo pour défier l'armée. Oui. Les audios, les vidéos, beaucoup d'actions de communication sur les réseaux sociaux pour... Non, mais c'était enfantin. Vous intimidez à la limite. Non, mais c'était enfantin. Je vois qu'il n'avait pas pleinement conscience des actes qu'il posait et que bon, en tout cas, je n'en dirai pas plus. La justice fera son travail, on l'espère. La justice fera donc son travail par rapport à ce général civil autoproclamé Falleti, qui n'est plus libre de ses mouvements. Merci à vous deux, Arnaud Dumonron. Fraternité, hein,
Vous étiez déjà sur Actu Matin. Aujourd'hui, vous êtes sollicité là, Arnaud. Très sollicité. Ouais, bousculé. Oui, c'est ça. Merci à vous, Arnaud Doumarou. Merci également à vous, Sergino Lokossou. Le potentiel. Oui, le potentiel. Dans un court instant, la demi-heure d'information et nous installons juste après Noël Sodaré de la Confédération des organisations syndicales indépendantes, la COSI Bénin. Gardez votre position d'écoute.